Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser un nouveau projet présenté en crowdfunding sur la plateforme Club Funding que certains doivent connaître. Donc plateforme un peu historique du crowdfunding également. On est sur un projet qui rentre en collecte très rapidement et qui se situe sur Dunkerque. On va aller voir tout ça tout de suite. Le voici. Hop, on va le mettre en grand. On va réduire la petite tête. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous le rappelle, ces vidéos sont à titre informatif, éducationnel, éducatif. Si vous souhaitez investir sur ce type de projet, sachez que je ne suis pas conseiller financier et qu'il y a un risque de perte de capital partiel, total, une perte de capital possible, partiel ou total, risque d'illiquidité et peut-être des risques de commercialité sur certains projets. L'idée de ce dossier-là, c'est l'achat d'un grand entrepôt sur Dunkerque, dans une zone industrielle, commerciale, et la revente après la découpe, certainement pour des professionnels qui vont vouloir du stockage, peut-être une partie bureau, une partie logistique, sur des plus petites unités. Donc on va regarder tout ça. Donc le montant de la collecte il est de 750 000 euros. La durée de maturité du projet elle est 24 mois et on est à 11% par an sur ce dossier. On va descendre et puis on va le passer, puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc on voit ici une photo de ce grand entrepôt, site de stockage, acquisition, travaux de réhabilitation de ce site de stockage pour cette opération de marchand de biens. On est sur une société qui s'appelle Prospérité Immo. On va voir un petit peu le détail et comment ça s'organise et avec les cautions qui sont mentionnées ci-après. On a une synthèse de l'analyse, mais je voudrais y revenir plutôt après à cette synthèse pour voir si on est encore une fois en raccord avec la propale et l'analyse de Club Funding. Donc, société créée par un monsieur Randawa qui a différentes activités professionnelles. Il fait de la négoce de boissons et de commissionnaire en douane. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est ça pour le coup, mais négoce de boissons je vois bien. Et il a déjà réalisé plusieurs opérations de marchand de biens. En patrimonial et en professionnel, et il s'est spécialisé dans les entrepôts de stockage. Alors je pense que c'est aussi en lien avec son activité professionnelle. Vous voyez que là, la structure, donc il détient deux sociétés, une Prospérité Immo qui est la société qui va détenir l'actif, et puis une autre société qui s'appelle Denour Drinks. Donc on a parlé de négoce de boissons, donc ça doit être sa société qui gère des boissons. Cette société, elle a un bilan qui est ici, les bilans au 31/12 en 2021, en 2022. Donc elle a fait, on est en K euros, donc elle a fait 4,3 millions de CA. En 2022, elle a fait 5,8 millions. On est sur des marges avec un EBE, des marges de l'EBE de 23% sur chaque année. Donc il arrive à maintenir des marges. Des belles marges de marchand d'ailleurs. Donc il fait de la négoce aussi bien sur de l'immobilier, vous voyez, que sur de la boisson. Il a très peu de dettes et des capitaux propres qui sont assez élevés, puisqu'il est passé de 792 000 à 1,6 million. Donc sur les sociétés qui sont plutôt entre guillemets en bonne santé financière par rapport à cela. Donc là on a parlé de la société, souvent on fait l'opération avant puis l'opérateur. Chez Club Funding, la plateforme de présentation, elle présente déjà la société et la structuration, le profil de l'opérateur. Donc il a 56 ans, il est né au Royaume-Uni, il s'est installé en France, il détient son patrimoine en France, déjà fait des opérations de marchand, plusieurs activités pro, un patrimoine à plus d'1 million d'euros, patrimoine net, immobilier. Donc il a en plus des actifs mobiliers, des boîtes, et certainement peut-être du patrimoine financier en parallèle. Donc voilà au niveau du profil du dirigeant, les exemples de projets qu'il a réalisés. Donc il fait des projets, vous voyez, dans le nord. Il est sur Dunkerque, sur Roubaix, sur Tourcoing et de nouveau sur Roubaix. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de l'entrepôt, un ensemble avec terrain, mais vous voyez, ça semble être une zone plutôt d'activité. Il a fait quand même de l'habitation, division d'un terrain avec entrepôt et maison, mais je vous rappelle, il y avait encore un entrepôt. Donc vraiment la spécificité de ce porteur de projet, c'est de ne pas faire vraiment du résidentiel, mais plutôt de l'entrepôt. On voit, et c'est intéressant de voir que les marges sont élevées. Puisqu'on a 54% de marge, 45%, 42%. Alors c'est du prévisionnel. Pourquoi c'est du prévisionnel ? Parce que c'est des opérations qu'il doit avoir en cours. Donc deux opérations avec la marge prévisionnelle entre 40 et 42 et 34%. Les CA attendus, par contre, entre guillemets, sont relativement plus faibles
que le CA de cette opération dont on va parler. Parce que là, on était au maximum à 400 000 euros de CA, un peu moins. Et là, vous allez voir qu'on est sur un autre budget et montant. Donc a priori, 2 opérations déjà faites, 2 opérations en cours, plus celle-ci, peut-être d'autres, mais c'est vraiment en tout cas les informations qu'on a à l'heure actuelle. Donc le projet, il s'appelle Pérez, j'imagine qu'on dit comme ça, parce qu'il est situé au 1500 rue Achille Pérez à Dunkerque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dunkerque, c'est une ville dans le nord du nord du nord. Le centre-ville, alors là vous voyez une carte sur Google Maps ici, vous avez tout le centre-ville et la ville qui est bien plus haut, hein, par là-bas. Donc là on est vraiment dans la zone plutôt industrielle, de stockage, où il y a pas mal d'entreprises et de boîtes. Donc c'est ce qu'il mentionne, donc on est 1500 rue Achille Pérez à Dunkerque, c'est un lieu stratégique sur le littoral pour l'industrie et le stockage. On est à 1 heure de Lille, 40 minutes de l'Eurotunnel et du port de Calais, point de départ pour le Royaume-Uni. Et pas mal de boîtes, notamment il y a eu un peu d'actualité à ce sujet, parce qu'il y a une grosse entreprise, sauf de ma part, de batterie qui s'installe à Dunkerque avec beaucoup de création d'emplois. Et c'est vrai que c'est un carrefour assez stratégique pour rejoindre le Royaume-Uni. Donc on a les autoroutes à proximité. Et c'est ce qu'il mentionne, zone en plein essor avec implantation de nombreux sites industriels. Donc au niveau de l'actif, on a 4911 mètres carrés qu'il achète 400 000 euros. Donc il achète 81 euros le mètre. Alors vous allez me dire, si vous connaissez le marché de Dunkerque, mais c'est que dalle, etc. Oui, mais c'est de l'entrepôt. C'est de l'entrepôt entre guillemets brut. Donc les prix ne sont pas du tout les mêmes. Vous n'allez pas sur Meilleur Agent, vous n'allez pas sur Se Loger pour trouver cela. On va avec des brokers spécialisés pour des zones de stockage, des zones logistiques, etc. etc. L'opération, elle consiste en quoi? À diviser cet actif en 12 entrepôts. Donc ce qu'il va faire, certainement, parce que vous verrez qu'on n'a pas un détail complet, c'est que dans ces 4911 mètres carrés, il va créer 12 unités de 170 mètres carrés. Et il y a également un terrain de 1500 mètres carrés qu'il va détacher et revendre indépendamment. Lui, il va faire des travaux. Travaux de rénovation à hauteur de 490 000 euros. 138 euros le mètre. Là aussi, j'entends certains qui vont me dire, non, mais qu'est-ce qu'on fait avec 138 euros le mètre? Sachez qu'on a, entre guillemets, une coque, un emballage, une toiture, un sol. Et là, il va faire des murs en parpaing entre chaque unité. Potentiellement faire accorder avec des compteurs élec qui conviennent bien. Peut-être faire des mezzanines, parce que quand on voit les hauteurs, on va créer peut-être des mezzanines pour avoir des bureaux et du stockage en dessous. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais lui, il ne va pas finir tout ça. Il va faire que la découpe en 12 lots. Et l'idée, c'est de revendre ces lots à la découpe avec un CA prévisionnel de 1 780 000 euros, soit 824 euros du mètre carré pour les entrepôts et 67 mètres carrés pour le terrain. Donc, on va avoir, in fine, 13 lots, 12 entrepôts et un terrain. Donc, comment on fait pour passer de 81 mètres carrés à 824 euros du mètre carré? On divise, on fait des plus petites unités. Personne ne voudrait cette grand actif, ou en tout cas peu de personnes peuvent se positionner sur ce grand actif. En revanche, les plus petites surfaces de 170 mètres carrés vont certainement plus intéresser les gens. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir confirmer. Au niveau de l'actif, actuellement, c'est un bâtiment industriel avec bureau et parking, surface de 4911 mètres carrés. Un compromis qui a été signé en septembre au profit de la SCI ZA. Alors j'imagine que c'est la SCI ZA du porteur de projet. Une condition suspensive d'obtention de prêt pour l'acquéreur avec pour date d'échéance le 22/10/2023. Il y a cet élément-là, je ne sais pas exactement, entre guillemets, ce que ça vient faire là. Pourquoi? Parce que, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 18 janvier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire certainement qu'il a levé l'option. Il a dit, j'ai pas le prêt. S'il vient chez Club Funding pour lever de l'argent, c'est qu'il n'a pas dû avoir le prêt. Qu'il veut acquérir malgré tout. Alors, on n'a pas d'infos sur pourquoi il n'a pas le prêt. Est-ce qu'il est allé voir une banque? Est-ce qu'il n'est pas allé la voir? Est-ce qu'il comptait l'acheter en fonds propres? J'ai aucune idée de cela. Donc je ne peux pas vous renseigner. J'aurais bien aimé avoir peut-être l'info, ou alors qu'ils ne me le mentionnent même pas. Puis c'est prévu qu'ils achètent de cette façon-là avec Club Funding et c'était réglé. Donc s'il a signé le compromis en septembre, soit il avait un délai classique, soit il a peut-être demandé un mois de plus. Pour ça qu'on lève en cette période-là. Et puis il va faire l'acquisition, j'imagine fin de mois ou quelque chose de ce style-là. Donc l'actif est libre. Aucune autorisation demandée pour la division en lots. Les travaux provisionnés, on en a parlé, 138 euros du mètre carré. Division de l'actif en 12 entrepôts. Chacun et réalisation des travaux dans les 12 entrepôts. Peinture, éclairage, LED et pose de mur.
Donc, en gros, je vous l'ai dit, ce qu'il va faire, il va couper en 12 cellules, puis il va faire mettre les éclairages avec tous les rails qui vont bien, il va faire un coup de peinture, puis derrière, les acheteurs, soit ils en font de l'entrepôt, soit peut-être certains vont mettre une partie bureau, une partie stock, enfin voilà, ils finiront l'aménagement, mais lui, il fait le gros de ce travail-là. Et effectivement, c'est pas très cher, mais ça me semble tout à fait cohérent d'être pas très cher sur ce type de projet. On a parlé de la commercialisation et on va voir un petit peu où ça en est d'ailleurs. Là, vous voyez la grille de commercialisation. Donc, on a nos 12 lots ici d'entrepôt, puis on a notre 13e lot de terrain, ce que je vous disais. On a 170 mètres carrés de surface pour chacun des lots. On est en rez-de-chaussée pour l'ensemble et il fait des prix de vente à 140 000 euros. Donc, on a 824 euros du mètre, ça sera libre et on a quand même déjà une partie de commercialisée. Donc, sur les 12 lots, on a 3 qui sont sous promesse. Alors, pareil, aucune information sur la commercialisation réelle, sous promesse, avec condition de prix ou pas, je sais pas. Et ça change quand même les choses parce qu'en fait, 3 lots à 140 000, on est sur 420 000 euros de vente. 420 000 euros par rapport au montant financé, c'est important, mais si les 3 ventes pètent pour x ou y raison, ça va être plus compliqué. On a également un point, c'est que j'ai aucun plan proposé sur l'actif, donc je fais confiance que la découpe est bien faite, bien réalisée, etc. Mais j'ai pas réellement d'éléments par rapport à ça. Et idem par rapport aux travaux, j'imagine que ça a été analysé et audité, mais on n'a pas les éléments d'information par rapport à ça. Le terrain à côté est vendu 100 000 euros et donc on tombe sur nos 1 680 000 plus 100 000, soit 1 780 000 de vente. Donc il y a 420 000 euros qui est pré-commercialisé. Alors là on l'a hors option 510, avec option 510, donc c'est ça qui est un peu problématique. C'est que on n'a pas vraiment le réel niveau de commercialisation. Après, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette commercialisation ? On peut se dire que il a signé sa promesse en septembre et on est mi-janvier, il a déjà signé 3 promesses. Donc c'est quand même allé relativement vite. J'imagine qu'il avait travaillé le dossier un peu en amont. Avant de signer la promesse en septembre, il avait peut-être eu de la négo. Ça s'est peut-être fait avant l'été ou courant de l'été pour qu'il puisse avoir l'offre d'achat acceptée. Il a quand même avancé. Donc il en a 3 sur 12. Moi je considère 3 sur 12. Le terrain, je ne le compte pas trop au démarrage. 3 sur 12. Est-ce que c'est suffisant ? La question, ça peut un peu être ça. Est-ce que c'est suffisant en termes de rapidité pour commercialiser les lots, d'être à 3 lots sur 12 à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on n'aimerait pas en avoir un peu plus de déjà commercialisé ? Oui, évidemment. Et je pense que y a quand même un sujet sur la commercialisation là. Et ça aurait été bien d'avoir des infos sur le nombre d'intérêts, etc. pour comprendre mieux si on ne va pas arriver avec 12 entrepôts en surcharge par rapport à la demande qu'il y a sur place. Donc, je suis certain que ce sont des entrepôts qui vont intéresser. Peut-être même, une fois qu'ils seront terminés, ils vont plus intéresser. Parce que là, les demandes qu'il a eues, c'est « Oui, je vais vous faire ça ». Le marchand a dû dire ça. « Je vais vous faire tel truc découpe. Je vais vous faire les lots de telle façon. Je vous pose les LED, je vous pose les murs. » Mais entre le moment où on le visite et quand on voit les photos, quand vous voyez ces photos-là, et j'imagine qu'il va peut-être diviser au niveau des poteaux. Vous voyez, les unités vont être divisées au niveau des poteaux. Potentiellement, j'ai pas l'info non plus. Donc j'ai pas mal de questions plus que de réponses à vous donner. Mais quand vous voyez ça versus quand vous voyez des unités bien définies, etc., c'est complètement différent pour se projeter. Même pour des gens qui sont habitués à voir des travaux ou à faire des travaux, qui sont professionnels. Donc je pense que ça améliorera la commercialisation. Cependant, il reste quand même 9 lots à vendre dans l'entrepôt. Et la question, c'est est-ce qu'il y aura 9 demandes pour des entreprises, des boîtes, pour du stockage ou de l'entrepôt sur Dunkerque. Donc ça, c'est un point. Je n'ai pas la réponse à vous donner. Je ne suis pas un expert ni du secteur, ni de la demande en termes de location ou d'achat. Parce que ce qui pourrait être envisagé également, c'est que les travaux soient faits. Et si jamais ils n'arrivaient pas à vendre directement, je pense qu'une stratégie qui serait possible à mettre en place, c'est de mettre en location ces entrepôts à un prix, à un loyer par mois. Et une fois qu'il aura des locataires, il aura un revenu locatif, il fait une vente avec du rendement. Donc on se capera sur le montant de loyer pour donner un rendement à des investisseurs qui voudraient acheter de l'entrepôt pour faire du locatif, type foncière ou type investisseur même privé, selon les rendements proposés. Donc il y a quand même cet aléa de commercialisation des 9 entrepôts. Alors sur le terrain qui est à côté,
Bon, on va certainement pouvoir, sur les 1500 mètres carrés, construire un nouvel entrepôt, construire du nouveau stockage. Ça prendra plus de temps. Donc pour l'instant, moi, c'est pas l'élément que je prends en compte en priorité. Pourquoi ça prendra plus de temps? Parce que même s'il identifie un acheteur prochainement, ça veut dire quoi dans le premier trimestre, en fait, dans le premier trimestre où il est détenteur de l'actif, ou même plus ou moins, peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard. Derrière, on va avoir les délais pour les dépôts des permis, les délais pour les acceptations ou les refus des permis, pièces complémentaires, puis purge de tout recours pour pouvoir acheter. Donc le terrain, c'est pas quelque chose qui sort avant 12 mois, à mon sens, voire peut-être même qui va traîner un petit peu. Ça représente que 100 000, donc 100 000 sur les 1 780 000, on voit bien que c'est pas non plus énorme. Moi, ce qui est important, à mon sens, c'est ces entrepôts qu'il va falloir commercialiser au plus vite. Derrière, en fait, si on parle de tout ça, c'est le projet, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit. On a quand même une marge qui est confortable, on va y revenir après sur le bilan, il est là, le bilan financier. Vente d'entrepôt et du terrain pour 1 780 000. Rappelez-vous qu'il fait une acquisition de l'actif à 400 000 plus frais de notaire. Alors ça c'est un point aussi, je pense qu'il y a peut-être de quoi améliorer. J'ai vu ça, il n'aura pas 40 000 de frais de notaire s'il fait véritablement l'acquisition en marchand. Parce que là on est sur 10% avec les frais de notaire. Et pour moi on va être à moins que ça, parce qu'on a des frais réduits de mutation. Donc on sera plutôt entre 3 et 4%. Donc ça change quand même un peu le bilan. Enfin un petit peu, hein, ça change pas énorme, mais ça change un petit peu. On a de la rénovation pour 490 000. Donc ça on est OK. On va avoir des honoraires techniques pour 42 000. Alors on n'a pas le détail, mais il doit y avoir différents frais qui vont intervenir. Et les frais club funding. Alors pareil, là j'ai pas la durée de maturité. Donc j'ai vu que c'était sur 24 mois de prévisionnel. Donc je pense que le bilan qu'on voit ici, il est sur 24 mois. Financement, on en a parlé, il est de 750 000. 750 000 sur 24 mois, ça doit représenter 219 000 euros de frais financiers pour l'opérateur. Donc ça c'est pour les investisseurs et les frais de la plateforme. Donc on a un prix de revient qui est à moins d'1,2 million. En fait, même si on met les frais de mutation réduits, on va être à 1 170 000. 1 170 000 et 1 780 000 en prix de revente. Donc on a quand même une très très belle marge de près de 33%. Je pense qu'on va monter à 35 ou quelque chose comme ça. On va gagner les quelques pourcents de plus. 35% après financement. Donc on a de quoi voir venir vis-à-vis de la commercialisation. L'autre point par rapport à ce qu'on indiquait, c'est au niveau du tableau de financement l'implication de l'opérateur. Il a 441 000 euros à mettre, donc il a impliqué à 37%. Il a 63% de club funding. Club funding à hauteur de 750 000 euros. Donc on est bien d'accord que l'implication de l'opérateur elle est assez conséquente sur un projet comme ça. Et les 750 000 euros sont très bien couverts. Là on le voit, la loan to value est de 42%, donc c'est un très bon ratio. Et surtout au niveau des sûretés, on a à la fois une hypothèque de premier rang et une fiducie sur titre, donc double garantie sur l'actif en réel, sur la boîte. Le cautionnement personnel et solidaire notarié du porteur de projet. Et on n'a aucun financement bancaire sur le dossier. Donc on est vraiment les premiers avec Club Funding, investisseurs. Je dis on, parce que si vous êtes investisseur avec Club Funding, vous serez les premiers à être remboursés. Sur ces 750 000, il y en a déjà, on était là, 420 qui sont potentiellement déjà remboursés. Donc si on a les 750 moins les 420, il ne restera plus que 330. 330 sur un chiffre d'affaires potentiel de 1 780 000 moins 420, soit 1 360 000. Donc on a 330 sur 1 360 000. Donc on n'a plus que 24% du CA prévisionnel qui permettrait de couvrir déjà la dette. Et le capital, pardon. Le capital, pas forcément les intérêts, mais au moins le capital. Donc clairement, en termes de sécurité, ils ont fait vraiment assez large. Et l'opérateur étant tellement impliqué et les prix de vente, la marge de l'opération était tellement importante, ça semble relativement sécure. Alors sur le calendrier, là encore, je pense que c'est la même chose au niveau de la problématique. De petits calendriers, il y a eu un décalage à mon avis. Promesse d'achat en septembre, il devait acheter 3 mois après. Finalement, j'imagine qu'il n'a pas pu acheter. Il y avait une condition de prêt, il a dû la lever malgré tout. Et donc, il va faire l'acquisition en janvier plutôt qu'en décembre.
Travaux au cours du T1, donc T1, j'imagine que si on décale d'un mois, ça va finir peut-être fin mars ou avril. Et puis ensuite vente de l'actif d'ici 12-2025. Donc là par contre on est large, et étant donné qu'on a un financement qui est prévu sur 24 mois, si on réduit encore le financement, il va finir sur des belles marges, a priori, s'il arrive tout à vendre. Donc l'essentiel de ce dossier, c'est la capacité de l'opérateur à tenir les délais en termes de travaux et à vendre. À vendre les différents lots restants. Donc les 8 lots restants, peut-être même s'ils gardent le terrain, ça sera que de la marge. Donc en fait, c'est pas très grave ce point-là. Et même s'ils baissent les prix, parce que j'ai fait une simulation en me disant, si on coupe les prix et qu'on passe à 100 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Il reste 8 lots, donc vous perdez 320 000 euros, et même si on perd 320 000 euros, 8 lots de 40, 320 000 euros, ça passe toujours, on gagne toujours de l'argent. Donc à 100 000 euros, le petit entrepôt, ça me semble relativement très intéressant pour des boîtes qui voudraient se lancer et qui voudraient avoir du stockage. Donc on a quelques photos supplémentaires. Comme je vous disais, vous voyez ces grands piliers poteaux, donc j'imagine qu'ils vont couper, ils vont faire des cellules entre. On doit avoir un passage central, donc ici peut-être le passage central, et puis on va faire des unités, 1, 2, 3, etc. Donc 6 de chaque côté. Ça semble être potentiellement ce qui est prévu pour cet actif. On a les comptes sociaux, mais on les avait vus relativement succincts, mais là il y a tout les comptes de la boîte qui est la boîte commerciale de l'opérateur, donc des North Drinks, on en a parlé, des capitaux propres, de la dette qui est très faible et du chiffre d'affaires qui est en augmentation entre 2021 et 2022. Donc maintenant, si on revient au niveau de la synthèse, quels sont les points forts de ce dossier? Alors ils ont mis un administratif à 10 sur 10, en fait je pense qu'il n'y a pas trop d'administratif sur ce dossier. C'est de la division interne, j'imagine qu'ils créent une copropriété pour cela. Bon, pas très compliqué, mais le dossier doit être carré. Au niveau de la localisation, dans les zones d'activité, ok, ils ont mis 7. La question c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir assez de boîtes qui vont vouloir être intéressées par rapport à ça. Et ça c'est le risque de commercialisation qu'ils ont identifié et qu'ils ont mis à 7 également. Il a vendu 3, en tout cas sous promesse. On n'a pas les détails, je vous le reprécise. Au niveau de la technique, il a des chiffrages travaux, on ne les a pas les détails non plus, mais j'imagine que ça a été bien carré. Et puis s'ils ont mis 8.3, oui effectivement, il n'y a pas trop d'éléments à mon avis de risque ou d'aléa sur ce type de plateau nu en fait. Donc ça me semble ok à régler. Et les éléments financiers de l'opération, oui, la marge est très belle, la marge est très bonne, c'est ce qu'ils indiquent, marge confortable. Ça c'est un point qui est bon. On a aussi un opérateur expérimenté sur ce type d'opération. Donc expérience et équipe, ils ont mis 8.3. Il a déjà fait de l'entrepôt, ce serait le premier, toujours plus compliqué. C'est des plus grosses opérations par contre pour lui, mais j'imagine que s'il a une boîte qui tourne comme elle tourne, il a l'habitude de gérer ce genre de chiffres. Au niveau de l'organisation, ils ont mis 7.2, j'ai pas trop d'éléments, mais j'imagine que c'est parce qu'il est peut-être seul dans la boîte. Écoutez, des marchands qui travaillent seuls, ça va très bien aussi, ils fonctionnent au projet et ça marche bien. Les garanties, pour moi, elles sont très bonnes également, donc ils ont mis un 9, peut-être pour pas mettre plus, mais je pense qu'on aurait peut-être même pu mettre un peu plus. La solidité financière est très bonne. Le risque de liquidité, c'est de l'entrepôt. Donc c'est moins demandé certainement que de l'habitation, c'est clair. Enfin, à mon sens, c'est moins demandé. Je me trompe peut-être, mais c'est moins demandé. Donc la liquidité du produit est peut-être un peu moins bonne. Il reste quand même la possibilité de louer. Je vous en ai parlé. Il va falloir être fort pour commercialiser. C'est l'essentiel de ce qui est marqué. Donc les points d'attention sont là. Le risque d'illiquidité, on en a parlé. Risque de perte partielle au total des sommes investies, toujours, c'est un point d'attention. Néanmoins, on a vu que la marge confortable, les possibilités de baisse de prix qui vont être la marge confortable, les garanties et l'implication de l'opérateur permettaient de limiter ce risque, et le risque de commercialisation. Donc je suis très en accord avec l'analyse Club Funding. Moi, ce qui m'aurait manqué, c'est un peu les éléments sur la commercialisation. Est-ce qu'elle est vraiment actable ou pas? C'est-à-dire conditions de prêt ou pas conditions de prêt. Peut-être quelques plans pour comprendre un peu la découpe, la division, et nous confirmer qu'ils avaient pu valider les devis avec l'opérateur sur la partie travaux. Hormis ça, on est sur plutôt un très bon dossier. Pour moi, vu le travail, c'est un dossier sur lequel on aurait pu donner vraiment un avis favorable compte tenu de l'expérience, du patrimoine de l'opérateur, de la négociation qu'il a faite sur le prix et des marges attendues. Écoutez, si vous êtes intéressé pour aller sur Club Funding, n'hésitez pas. Je vous mettrai également en description, il y a un lien de parrainage. Vous pourrez bénéficier de 100 € à votre inscription sur Club Funding si vous voulez investir. Ça sera dans la description. Et à votre dispo, s'il y a des questions ou des commentaires sur ce projet, ou si vous connaissez le secteur, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur des projets de marchands de biens.
On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse de projet de crowdfunding. Salut, bye.